Backlash 2025 vient de s'achever, la hype n'était pas au rendez-vous pour la plupart des gens, mais finalement, il faut dire qu'on a été agréablement surpris. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et comme vous l'avez compris, je pense qu'il va être temps de revenir sur Backlash 2025, qui s'est déroulé dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. On avait perdu un peu l'habitude, parce que Backlash, là, ça faisait 2 ans qu'on était à l'étranger, on se souvient surtout de l'édition de l'année passée. Et on était de retour aux États-Unis, on avait pas mal d'inquiétudes vis-à-vis de la foule, déjà, dans un premier temps, mais aussi de la qualité du show en elle-même, parce que bon, faut dire que la carte n'était pas des plus alléchantes, comme c'est très souvent le cas avec Backlash. Mais encore une fois, on a passé un bon moment, il faut le dire. On va pas perdre de temps à parler de ci, de ça, avant qu'on commence. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous passez un bon moment, ça me soutient énormément pour la suite des vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite des aventures. Et je pense qu'on va pouvoir dès à présent rentrer dans le vif du sujet, et on va commencer par parler du public. Et oui, on l'a dit, le public, là on est de retour aux États-Unis, généralement, on sait que c'est pas toujours trop ça, surtout quand on a connu les foules européennes, ou même tout simplement canadiennes, ou à l'étranger en tout cas en général. Mais faut dire que Saint-Louis a été plutôt vocal, a fait du bruit, et pas seulement dans le main event, contrairement à ce que j'attendais, honnêtement. On a eu du bruit dans tous les matchs, même le match féminin, alors que bon, on sait bien que le catch féminin en général suscite moins de réactions de la part du public. Là, ça n'a pas été le cas, donc ça a été plutôt sympathique à suivre. Et le show s'est en plus de ça ouvert sur la meilleure des manières possibles, puisque nous avons eu droit au Fatal 4-Way pour le championnat des États-Unis, où Jacob Fatu défendait contre Damien Priest, Drew McIntyre et LA Knight hier. C'était le match que j'attendais le plus. On avait des grosses têtes, des têtes d'affiche, on avait du star power. En plus de ça, on a pris 2 rivalités, 2 matchs qui avaient eu lieu à WrestleMania pour en faire un à Backlash, et ça s'est parfaitement retranscrit dans le ring. Dès le début du match, on va avoir une opposition entre LA Knight et Jacob Fatu, et de l'autre côté Damien Priest et Drew McIntyre. On a déjà une belle ambiance, le match est très rythmé, le public est assez rangé derrière Jacob Fatu. Alors je sais qu'il est très over, mais à ce point, je pensais pas, parce qu'il y a un moment qui m'a marqué, c'est le moment où il a un échange de coups avec Drew McIntyre, et le public cheer pour lui, alors qu'en face c'est quand même Drew McIntyre. Donc ouais, c'est quand même pas anodin, Jacob Fatu c'est très sérieux. L'un des moments que j'ai préféré de ce match, c'est certainement le spot qu'on a retenu, c'est ce moment où Damien Priest et Drew McIntyre vont se battre dans le public. Damien Priest qui va prendre le dessus, il va porter un incroyable South of Heaven Choke Slam à travers une table, je sais pas, il y avait 3 mètres de hauteur, un truc comme ça. Et la chute était assez violente, apparemment Drew McIntyre a un peu raté la table au niveau de la tête, et il se serait très mal réceptionné au niveau de la tête. Bon, d'après Triple H, plus de peur que de mal, même s'il est un petit peu sonné, ce qui est tout à fait normal, je pense. On espère juste que tout va bien. Mais en tout cas, ce South of Heaven Chokeslam va complètement rayer Damien Priest et Drew McIntyre de la décision finale, et ça va se jouer donc entre LA Knight et Jacob Fatu. Et on est à ce moment où LA Knight a complètement pris le dessus, il porte ses springboards descente du coude, que je trouve magnifiques. J'adore LA Knight, bordel. Il va en porter une première pour faire tomber Jacob Fatu, une deuxième alors qu'il est au sol, et il va tenter de lui en porter une troisième sur la table des commentateurs. Et c'est là qu'on a le tournant du match. Solo Sikoa intervient pour tirer Jacob Fatu de la table, pour lui sauver la peau. Et LA Knight, du coup, forcément, il est pas content, donc il va s'en prendre à Solo Sikoa, mais il prend une corde à linge d'un mec dans le public, et c'est Jeff Cobb. C'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai peur de dire une bêtise parce qu'honnêtement je le connaissais pas. Donc voilà, un nouveau renfort pour la Bloodline. Jacob Fatu va remporter le match sur ça. Et d'ailleurs on a vu qu'il a pas trop kiffé qu'on vienne l'aider. Jacob Fatu, il était pas très content, ça s'est ressenti, et du coup ça va donner pas mal de grain à moudre pour la suite. Je ne sais pas quoi attendre de la suite justement. Est-ce que Jacob Fatu va poursuivre son programme avec LA Knight? Ça paraîtrait pas déconnant compte tenu du finish, peut-être du côté de SmackDown, ou peut-être du côté de Money in the Bank, nous donner un dernier affrontement entre les deux. On va voir ce que Jeff Cobb va ajouter à la Bloodline. Solo Sikoa vis-à-vis de tout ça, on sent toujours que c'est le projet d'envoyer Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Je vois bien ça arriver du côté de SummerSlam au vu de comment les choses sont en train de se goupiller. Ça me paraît encore tôt pour faire ça dans un PLE, d'ailleurs tout va s'enchaîner très très vite à la WWE. Déjà on a eu à peine 3 semaines pour builder Backlash après WrestleMania. On a Money in the Bank qui est dans à peine un mois. On a Saturday Night Main Event aussi peu de temps avant, le 23 mai, quelque chose comme ça, fin du mois en tout cas. Et 20 jours après Money in the Bank, on a déjà Night of Champions, donc ça va enchaîner très très vite. Ouais, va falloir donner des choses intéressantes et bien builder tout ça, parce que on va manquer de temps côté WWE. En tout cas, excellent opener, j'ai passé un super moment, potentiellement un de mes matchs de l'année. Et je sais pas si c'est celui-là mon match préféré de la soirée ou celui qui va venir après, ça se joue entre les deux, mais en tout cas, on a passé un bon moment, victoire logique de Jacob Fatu, et curieux de voir la suite maintenant, et également la suite de ce show. Et la suite de ce show, ça a été mon petit coup de cœur, je dois l'avouer. Je l'attendais beaucoup ce match aussi. Lyra Valkyria qui défend le championnat intercontinental contre Becky Lynch. On a eu encore une fois une histoire assez particulière, un turn qui ne faisait pas tant de sens que ça, dans le sens où ça aurait très bien pu se faire à WrestleMania. Mais bon,
Voilà, encore une fois, c'était pour ajouter un titre à Becky Lynch, pour que Lyra Valkyria ait sa belle photo avec les 2 ceintures. Voilà, c'était sympathique. Et on a eu cette histoire, et qui, au vu de comment ce match s'est terminé, n'est possiblement pas terminé. Donc c'est un match qu'on attendait pas mal, je pense. C'est le premier programme vraiment intéressant pour les championnats de mid-card féminin, donc grosse importance quand même, et je pense que c'est un match qui va pas mal aider à élever ce titre. Et je suis très content parce qu'on a donné du temps à Lyra Valkyria et Becky Lynch. Je sais pas combien de temps le match a duré précisément, mais je crois qu'on a dû donner au moins 15 minutes. Là où on avait une grosse opposition, des gros enchaînements avec le Star Power juste avant, là on avait du catch technique, on a eu des arm drag, des prises de soumission. On a eu une grosse phase de domination de Becky Lynch qui a joué le rôle de la catcheuse expérimentée qui prenait le dessus, qui menait la vie dure à Lyra Valkyria. On a eu de très beaux enchaînements, Lyra Valkyria qui va se dégager de 2 ou 3 Manhandle Slam, je sais plus. On va avoir pas mal d'enchaînements de tombées, et c'est justement ça qui va permettre à Lyra Valkyria de gagner. Elle va se sortir d'un espèce de roll-up de Becky Lynch, le retourner à son avantage et obtenir le compte de 3. Et tout de suite, Becky Lynch, après sa défaite, va s'en prendre à Lyra Valkyria. Donc on est en train de nous montrer une nouvelle Becky Lynch frustrée, agressive, très agressive même. Elle va porter un disarmer, et malgré la sécurité, ne va pas lâcher la prise pendant un bon moment. Très clairement, au vu de la fin de ce match, on n'en a pas fini avec ces deux-là, et bordel, par pitié, donnez-nous encore ça. Je veux une trilogie entre les deux, parce que mince, qu'est-ce que c'était bien. Ça a été mon coup de cœur, et je pense que c'est mon match de la soirée. Ça se tape avec le 4-way, mais vraiment c'était super. Lyra Valkyria qui conserve, j'étais un peu surpris, mais je pense que voilà, ça peut être d'autant plus intéressant de continuer le programme pour que Becky Lynch peut-être aille chercher le titre plus tard, et peut-être même, pourquoi pas, ramener Bayley un peu plus tard, et nous offrir un petit triple menace qui pourrait être vraiment sympa, je pense. En tout cas, pas grand chose de plus à dire. Bravo mesdames, c'était super, le meilleur match de la soirée pour moi, et ouais, très hâte de voir la suite là aussi. On est au 3e match de la soirée, en plein milieu du show, et là aussi c'était un match que j'attendais pas mal. Dominic Mysterio qui défend le championnat intercontinental masculin cette fois-ci contre Penta. Donc la rivalité, pas grand chose à en dire, si ce n'est que c'est Penta qui a continué à se battre avec le Judgment Day. Il est sorti assez fort du dernier épisode de Raw avant Backlash justement, ce qui lui a permis d'obtenir un match contre Dominic Mysterio. Écoutez, pas grand chose à dire sur ce match, on a eu du bon catch, une très belle ambiance, et encore une fois, un public qui était rangé en grande majorité derrière Dominic Mysterio, et ça c'est assez beau quand même quand on voit le parcours de Dominic Mysterio. Donc ouais, on a eu du bon catch, c'était peut-être un peu trop court à mon goût, parce que ça va durer à peine 10 minutes je crois, je me suis pas renseigné au niveau des temps, je fais vraiment mon ressenti, je vais regarder quel match, tiens pour voir. Ouais c'est ça, ça a duré 9 minutes 20, c'était plutôt court, j'étais un peu déçu qu'on donne pas un peu plus de temps, quand on voit qu'on a donné presque 20 minutes à Lyra Valkyria et Becky Lynch. On arrive au finish du match, et évidemment on va avoir de l'overbooking avec tout le Judgment Day qui va intervenir, Carlito, JD McDonough, Finn Balor, et on arrive à la fin du match, ce moment où l'arbitre a le dos tourné vers Carlito. Pendant ce temps-là, JD McDonough tient Penta en otage pour que Finn Balor en termine, mais Finn Balor il prend son temps, il prend beaucoup de temps pour agir, et il dit attends je vais aller chercher une chaise, mais il est lent pour aller chercher sa chaise, et pendant ce temps-là l'arbitre se retourne, et Finn Balor se fait engueuler par tout le monde alors qu'il était plus ou moins le leader jusqu'à maintenant. Ouais, il se prend une bonne engueulade de tout le monde. Malgré tout, Dominic Mysterio va quand même réussir à remporter le match, puisque El Grande Americano va intervenir dans le dos de Penta et lui porter un coup de boule avec certainement la plaque métallique dans le masque. Ça permet à Dominic Mysterio de placer le Frog Splash et donc d'obtenir le compte de 3 et de remporter le match. Résultat logique, on voit toujours que entre Finn Balor et tout le Judgment Day, c'est toujours de plus en plus compliqué. On voit au moment de la célébration Finn Balor qui regarde Dominic Mysterio avec un regard menaçant, hein. On voit très bien la direction qui se prépare. Maintenant, du côté de Penta, on semble partir vers un programme avec El Grande Americano. Bon, on va avoir du bon catch, certainement. Ça va peut-être être un prétexte pour ramener Penta et Rey Fenix ensemble. Un petit peu dommage que Penta n'ait pas plus d'opportunités en solo. Alors rien n'est acté encore évidemment. Il y a Raw qui a lieu ce soir au moment où je tourne. Donc on va voir, je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, c'était sympa. J'attendais peut-être qu'on donne un peu plus de temps aux deux, mais j'ai passé un bon moment. C'était sympathique et résultat logique, on a des histoires sympathiques à raconter par la suite des deux côtés. Bon, on va passer maintenant au pré-main event qui était le match que beaucoup ne voulaient pas voir et à juste titre, je suis d'accord. Pat McAfee contre Gunther, un match qui est tombé au lendemain de WrestleMania où Gunther a pété un câble et il s'est attaqué aux commentateurs, tout ça. On attendait plein de choses dans ce match, mais pas forcément ce qu'on a eu, je pense. Certains attendaient un squash, comme moi, certains voyaient Bill Goldberg arriver, certains avaient peur d'une victoire de Pat McAfee. Finalement, on nous a donné un vrai match de catch, pas loin d'un quart d'heure de combat, et oui, je dois le dire, j'ai adoré. Oui, j'ai passé un très bon moment. Alors ça va pas rester dans l'histoire, ce sera clairement pas un des matchs de l'année, mais sincèrement, on passe un bon moment. Pat McAfee, il s'est donné, il a pris les coups, il a fait ce qu'il a pu. Alors voilà, il y a ce moment où il tente une espèce de buckshot lariat, ou en tout cas il saute par-dessus la troisième corde, et il glisse.
Bon voilà, ça arrive. Mais il s'est bien donné. Il y a Gunther aussi qui a été excellent dans ses réactions, son attitude. Il a montré aucun signe d'inquiétude pendant le match. Il a montré beaucoup de confiance et de nonchalance. Et par moments, c'est ce qui va permettre à Pat McAfee d'avoir des comebacks. Et le public est zinzin dès qu'il y a un comeback pour Pat McAfee. Mais voilà, j'ai parlé de Gunther, j'ai parlé de Pat McAfee. Mais il y en a un autre quand même qui a joué un rôle prépondérant dans ce match et qui a peut-être même été le MVP. C'est évidemment Michael Cole. Michael Cole qui s'est montré particulièrement vocal déjà avant le début du match en soutenant Pat McAfee en disant les commentateurs ont le droit de prendre position, Pat McAfee il doit aller défoncer Gunther pour lui infliger une bonne leçon. Et au-delà de s'impliquer verbalement dans ce match, il va s'impliquer physiquement aussi puisqu'il va essayer d'aider Pat McAfee. Il va déjà l'encourager au bord du ring, implorer Gunther d'arrêter ce massacre. Et à ce moment où Gunther il va placer une souplex à Pat McAfee par-dessus la troisième corde et Michael Cole va attraper la jambe de Gunther et essayer de le retenir pour aider Pat McAfee à faire le tomber. Heureusement Gunther se dégage et finalement après plusieurs sleepers, une powerbomb, tout ça, il fait ses trademarks. Pat McAfee va pass out dans la sleeper. Honnêtement, c'était très honnête, il n'y a pas grand chose à redire, c'était très bien. On n'a pas vu Bill Goldberg, on a juste eu un bon match. On a eu une belle marque de respect à la fin. Alors certains trouvent ça un peu ridicule. Moi je trouve qu'au final c'est dans le personnage de Gunther quoi quand même. Il se foutait de la gueule de Pat McAfee. Au final il a vu que le mec s'est bien battu quand même. Et en même temps on a vu que c'était une marque de respect limite un peu condescendante de la part de Gunther. Je trouve qu'on est quand même resté dans le personnage. Pour moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Et honnêtement j'aurais dans tous les cas préféré quelqu'un d'autre que Pat McAfee pour ce match, mais sincèrement ça valait le coup d'œil, c'était sympa, ça a pas fait tâche sur le show, c'était une bonne mise en bouche pour le main event que pas mal de gens attendaient. Oh là là, le main event, The Last Dance, One Last Time, la toute dernière confrontation entre la vipère, The Apex Predator, Randy Orton, et le champ, que dis-je, The Last Real Champ, John Cena, pour le championnat de la WWE. Les enjeux sont assez énorme, il y a une vraie atmosphère dans ce match, il y a un passif absolument énorme, on connaît la rivalité entre les deux, c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la WWE. Et là, on allait avoir le dernier volet de cette histoire, et je vais pas être particulièrement long pour parler de ce match, que dire à part que c'était exactement ce qu'on attendait, c'était très simple, peut-être un peu trop long par contre, ça a duré pas loin de combien de temps? Attends, je pensais que ça allait durer plus de 30 minutes, ça a quand même duré un peu moins. Mais voilà, on s'attendait à un match long et lent de toute manière, parce qu'on connaît les qualités athlétiques des deux actuellement. Orton c'est toujours au plus simple, Cena on sait qu'il est très limité, donc on a vraiment gardé une simplicité maximale pour ce match, on s'est échangé des coups, on a fait les trademarks, Orton qui a refait son stomp, Cena qui fait ses enchaînements. On a eu quand même une sensation d'avalanche de finisher au bout d'un moment, c'est-à-dire que RKO, Attitude Adjustment, RKO, Attitude Adjustment, Randy Orton qui va apporter plusieurs Attitude Adjustment d'ailleurs à John Cena à travers des tables, ça c'était plutôt sympa. On a eu quelques rappels à leurs anciens matchs, notamment ce RKO de Randy Orton en contre du Attitude Adjustment. On a eu également le RKO en réception du deuxième coup de bélier de John Cena. On a eu quelques rappels, voilà. Mais c'était très simple, on a eu par contre une belle ambiance, ça y a pas de souci. Enfin on arrive à ce moment qu'on redoutait, c'est évidemment l'overbooking, fallait s'y attendre. Alors je sais plus vraiment de quoi ça part, mais on arrive à ce moment où il y a toute la sécurité qui intervient. Il y a Nick Aldis, Jamie Noble, tout ça, les gens qu'on connaît, et tout le monde va prendre un RKO. Bah oui, Orton il est énervé, donc RKO, c'est parti quoi. Donc voilà, RKO sur tout le monde, il est en position, John Cena est dans le coin, on sait exactement ce qui se prépare, le punt kick qui va terminer la carrière de John Cena. Et là, le moment qui a fait jaser dans tous les sens du terme, là, dans le bon comme dans le mauvais sens, R-Truth vient s'interposer et empêche Randy Orton de porter le punt kick. Alors la scène est surréaliste, faut dire. Alors oui, R-Truth c'est le grand fan de John Cena, tout ça. C'est un peu fun, mais j'avoue, j'ai trouvé ça un peu dommage que pour le tout dernier match entre Orton et Cena, on ait eu recours à des interventions comme ça. Je trouvais ça un peu dommage. Bon, R-Truth, évidemment, il va prendre son RKO. Pendant ce temps-là, John Cena, il a récupéré. Coup bas à Randy Orton. Il me semble qu'il porte un attitude adjustment avant d'en finir avec la ceinture. Et encore une fois, on a le même finish qu'à WrestleMania, où Orton, malgré le fait qu'il ait 40 secondes pour récupérer, il n'arrive quand même pas à se dégager du coup de ceinture. Victoire donc de John Cena. Ouais, il y a encore ce souci du finish, alors on va me dire, ouais mais toi quand il y avait Roman Reigns ça te dérangeait moins, au bout d'un moment si, ça me dérangeait vraiment avec Roman Reigns, tout cet overbooking à la fin, mais là ouais j'avoue que le finish se répète et j'espère que ça va pas être ça toute l'année sincèrement, parce que ça risque de vite nous prendre la tête, et ouais le finish tombe un peu comme ça, et encore une fois ouais, ça joue un peu sur ma perception du match, qui était sympathique, même s'il m'a pas transcendé pour le coup, et c'est malheureusement pas un match qui restera dans ma mémoire, je pense. Le résultat était prévisible de toute manière, mais que ce soit R-Truth
qui fasse la différence. Enfin, je veux dire, R-Truth et Travis Scott qui font la différence 2 fois pour John Cena. Bon, quoi qu'il en soit, bah, c'était sympa. On a eu ensuite ce moment à la fin du show, lors de la célébration de John Cena. À la fin, John Cena qui célèbre, il vient dire qu'il veut de la compétition. Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un vienne se pointer pour le challenger directement, un CM Punk ou une connerie comme ça. Finalement, on va attendre. Mais on a vu, bah voilà, un moment où John Cena a commencé à avoir beaucoup d'émotions quand le public chantait Thank You Cena. Est-ce qu'on est en train d'amorcer doucement le face turn qui arrivera au bout d'un moment dans l'année, ou est-ce que juste c'était un réel moment d'émotion pour John Cena? Je pense que c'est le cas en tout cas, parce que ah oui, c'était peut-être son dernier passage à Saint-Louis, donc progressivement la dernière date se rapproche. Évidemment que l'émotion est réelle. Maintenant, est-ce que c'était volontaire d'avoir autant insisté dessus pour justement préparer tout doucement ce face turn? Ça me paraît intéressant, mais peut-être en même temps encore un peu tôt pour amorcer tout ça. Après, ça dépend à quel moment le turn est prévu, mais quoi qu'il en soit, on vient finir Backlash sur de l'émotion. Et dans l'ensemble, un bon show. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Au final, le seul point noir que j'aurais à souligner de ce show, c'est encore une fois le finish du main event. Et au final même, je vais peut-être pas assez pour les grilles, mais le main event, c'est peut-être ce que je retiendrai le moins de ce show. Après, c'est vrai que j'ai pas été autant marqué que la plupart d'entre vous par la rivalité Orton-Cena, parce que j'étais pas encore vraiment fan de catch quand leur rivalité battait son plein. Donc ouais, ça marque moins que par exemple un Roman Reigns Seth Rollins ou un Kevin Owens Sami Zayn, si je puis dire. Mais ne m'écoutez pas, j'ai quand même passé un bon moment devant le show dans l'ensemble, même le main event c'était pas mal du tout, malgré tout. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'attends évidemment vos retours sur ce Backlash, qu'est-ce que vous en avez pensé? Maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Qui vous voyez décrocher les mallettes Money in the Bank? Ça, nous le saurons en début juin. Sur ce, je vous dis au revoir, et à la prochaine pour plus de catch.